suis un peu dans la partie organisation. Je vais essayer de passer du mode robot au mode débat. J'ai chargé de Magali de les écouter si vous n'allez pas bien. Bon, alors, je vais essayer de vous présenter un peu simplement l'atelier et les objectifs qu'on a autour de cet atelier et les perspectives qu'on y met. La question que relève l'atelier est bien entendu plus large que la simple question du plaisir, mais bien de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et ou âgées. Vu la présence de Magali que je ne vous ai pas présentée, donc Magali Deval qui représente à la fois la commission LGBT et la commission senior, vieillesse et solidarité. Alors, donc, aussi bien, je disais, la vie affective et ou sociale et sexualité, dans toutes ces dimensions, qu'il faut peut-être pas seulement tolérer, mais peut-être aussi l'encourager ou la favoriser. On trouvera le terme adéquat si on est dans cette voie. Des questions à se poser, dans quel compte je vous avais dit, je suis en matondo. Quel est vraiment le contexte dans lequel on est vis-à-vis de la situation affective et sexuelle des personnes handicapées? Quelles mesures d'éducation, de sensibilisation au handicap on peut mettre en place pour que les gens soient plus sensibilisés au problème général du handicap et de la vie affective? Quelles contraintes morales, juridiques, éthiques aussi il peut y avoir? Quelles propositions faire? Du coup, ce sera l'objectif, il faut quand même arriver à faire des propositions. À l'accompagnement sexuel, une des réponses à un certain type de personnes handicapées se pose aussi la question de la formation des assistants sexuels. On aura peut-être ça aussi à aborder. Autant de choses à mettre en débat. Donc c'est bien aujourd'hui un débat que l'on amorce en vue, on espère, de se retrouver au moins une ou deux autres fois pour finaliser les choses sur le sujet d'aujourd'hui, mais aussi de consacrer une journée à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap vivant en institution. Donc là, on a choisi de vraiment séparer les deux parce que le sujet est vaste à traiter pour les deux types de population et peut-être particulièrement sur une institution. Donc on fera une vraie journée de travail là-dessus et j'en ai appelé à quelques parlementaires pour nous aider à pouvoir réaliser cette réunion dans des délais qui ne nous emmènent pas à l'année prochaine, parce que sinon ça fait un travail sur du trop long terme. Je trouve que c'est pas facile à organiser les choses comme ça. Donc voilà, dans la perspective de l'organisation de réunions pour les personnes de l'institution et réunions pour finaliser ce qu'on amorce aujourd'hui, on pourra aussi créer un groupe de travail par les outils internet voilà, les personnes intéressées pourront rejoindre le groupe de travail via internet et une réunion physique qu'on aura ultérieurement. Donc en 1h30, maintenant 1h15, on ne va pas pouvoir débattre de tout. On doit se cadrer la vie affective et sexuelle des personnes handicapées ou âgées. Il faut se donner beaucoup de discipline pour qu'on arrive à plus s'exprimer. Donc je demanderai à chacun sur ces temps de parole de ne pas dépasser 3 minutes pour essayer de faire quelque chose et faire vite. Et puis on essaiera de... Je vais faire le maître du temps et décomposer un peu l'atelier en 3 parties pour qu'on ait le temps de parler de tout. Donc on va essayer de faire un premier temps de parole sur la vie affective et sociale, les questions d'isolement, quelles propositions on peut donner à tout ça. Une deuxième partie sur comment arrive-t-on à parler de la vie sexuelle des personnes handicapées comme un problème, il y a même au handicap et à cette problématique. Et en dernier lieu, le troisième temps,
pourquoi et comment arrive-t-on aussi à parler d'accompagnement sexuel? Quelles sont les raisons, les personnes qui pourraient y avoir recours? Voilà. Essayer de cerner un peu tout ça dans un laps de temps assez serré. Donc voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout de notre objectif. Donc c'est-à-dire de traiter ces trois temps de parole. Avant 15h30, on va ressortir avec quelques propositions pour, comme je vous le disais au départ, retravailler ça un jour pour peut-être arriver à produire une motion pour une vraie position du parti sur la question de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées et peut-être un colloque sur cette question aussi. Encore une fois, on verra selon nos travaux, la qualité de nos travaux et les aides qu'on pourra avoir pour faire tout ça, parce que le petit budget de la commission va être difficile à gérer. Et pour parler du budget, vous avez à l'entrée des bulletins d'inscription à la commission si vous souhaitez adhérer, voilà, afin de faire augmenter le budget. Ouais. Merci Magali, parce qu'en plus... Et ça fonctionne, voyez, prenez exemple. C'est 10 €, hein, alors c'est pas trop onéreux. Donc voilà, alors on commence le premier temps de parole sur la vie affective et sociale. Est-ce que quelqu'un peut parler? À 3h du matin, parce qu'il n'y avait plus de transport et qu'il avait eu un accident de fauteuil et qu'il était né dans le coffret parce qu'il était saoul. Comment on fait voilà, pour avoir une vie sociale quand on est jeune et qu'on veut sortir et qu'il n'y a pas de transport adéquat aux horaires où on sort de la famille. Il y a aussi cette question, comment on fait pour avoir une politique de transport qui permette d'avoir une vie sociale. Véronique Massonneau, je suis députée dans le Nord-Vienne et en charge des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et je reçois beaucoup de personnes en situation de handicap ou des associations qui gèrent, surtout d'ailleurs en maison ou en foyer. Mais ça ne fait rien, il y a aussi d'autres... Je pense que le problème, alors il faut bien le prendre par un petit bout, mais est beaucoup plus large. Je pense que l'inclusion des personnes en situation de handicap doit être beaucoup plus large que... c'est formidable hein, d'essayer d'accéder, y compris le désir pour tous. Je suis là 100% d'accord et Gage, notre député socialiste, y met aussi beaucoup d'énergie. Mais je pense aussi ce serait bien d'élargir les choses et d'avoir vraiment une politique beaucoup plus d'inclusion de ces personnes en situation de handicap, en commençant d'ailleurs par les plus jeunes, les enfants, les ados qui aujourd'hui sont encore très exclus du système scolaire classique, qui sont en institution. Je connais quelque chose, mon mari est directeur d'un BME, je vois bien comment ça se passe. Et je pense qu'on a un rôle à jouer aussi là-dedans. On a une ministre à l'écoute, mais je pense qu'elle a beaucoup de travail, j'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas vraiment de réponse très... Ou pas beaucoup de sous. Pas beaucoup de sous non plus, voilà, parce que c'est pas simple. Le budget se réduit, mais moi j'ai des vrais cris d'alarme et des désespérances aussi. Des questions de budget. Il y a une volonté politique. Comme tu dis, mais je pense qu'on peut être déroulé aussi. L'inclusion en général... Ça n'a pas toujours besoin de beaucoup d'influence. Voilà, et c'est le vrai nerf de la guerre. Et Marie-Claire parlait d'accessibilité des lieux pour pouvoir se rencontrer, mais encore une fois, on ramène ça à l'inclusion. Tant que l'accessibilité ne sera pas faite, on ne pourra pas faire l'inclusion. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que la loi 2015... Quand on aura pu vraiment être inclus dans la société, on aura peut-être plus facilement de contact, effectivement, mais au-delà du sujet qui nous concerne aussi aujourd'hui. Et c'est en cela que tout à l'heure, dans mon propos, j'ai parlé d'éducation, sensibilisation, d'action d'éducation et de sensibilisation. Et oui, à tous les âges de la vie. Il y a la petite enfance, il y a l'école, mais on peut le faire auprès des étudiants, on est dans une fac, on peut aussi le faire dans le milieu professionnel jusque assez tard, parce qu'en faisant ces activités de prévention, de sensibilisation, déjà
on apprend aux autres à s'ouvrir aux personnes handicapées, aux autres, oui. Et au-delà, encore une fois, de la question de la vie affective et sexuelle, mais comment dire, oui, la sensibilisation et les actions de prévention peuvent vraiment, on peut agir à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que je pense qu'on peut faire le mieux pour sortir les personnes handicapées des situations d'isolement, parce qu'il y a une très mauvaise connaissance des valides, des problématiques que rencontrent les personnes handicapées. Moi, je suis, entre guillemets, un nouveau handicapé. J'ai une maladie évolutive qui m'a mis dans le handicap, on va dire, en tout cas dans un fauteuil depuis 2006. Et jusqu'ici, de gambader un peu comme tout le monde, avec quelques problèmes par-ci par-là. Et je ne savais pas forcément que j'étais malade. Bon, ben, je suis rentré dans le handicap et moi-même, je peux vous le dire, les premières fois, je ne savais pas comment aborder une personne handicapée. Le premier séjour en centre de rééducation m'a permis de lever toutes les barrières qu'on se met, mais j'étais moi-même gêné. Je vous l'avoue, avant, je ne savais pas faire. Du groupe écologie en LSF et orthophoniste, je suis salariée dans un établissement qui accueille des adolescents multi-handicap au niveau collège, lycée, donc des sourds, des troubles de 10, des handicapés visuels, des handicapés moteurs, dans une institution. Et c'est vrai que se pose toujours la question il faut une inclusion, mettre les enfants et les adolescents dans leur établissement de quartier, etc., au maximum, ou est-ce qu'il faut plutôt les regrouper, etc. Et c'est vrai qu'au niveau d'adolescence, enfin pour les jeunes qu'on reçoit, qui sont de plus en plus lourdement handicapés, parce que les moins handicapés vont de plus en plus dans les établissements ordinaires, et tant mieux. En tout cas, je vous assure qu'à l'intérieur de cet établissement, on a une grande richesse et une grande variété de relations intimes entre les jeunes gens et les jeunes filles de multi-handicap. Et bon, ça se passe entre eux. Et on voit arriver des jeunes qui sont issus de collèges ordinaires ou de lycées ordinaires, parfois, qui ont quand même beaucoup souffert de ne pas être comme les autres. C'est un âge où on a quand même besoin d'être avec ses pairs, ou être seul handicapé dans une classe, c'est pas forcément évident pour se faire des copains, etc. Quand ils arrivent à faire le pas de rentrer dans une institution, que les parents aussi arrivent à faire ce pas, bon, on a parfois un soulagement et enfin on arrive à se faire des copains plus facile. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter l'eau du bébé avec l'eau du bain, et notamment pour la vie affective, sexuelle des jeunes personnes en handicap, il faut quand même maintenir des lieux aussi où ils peuvent se retrouver entre eux, entre guillemets, entre pairs. Voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre, évidemment, il faut faire des facettes. Voilà. Ah, d'accord. Tout est évidemment accessible. Et c'est vrai que je travaille aussi avec Modipio sur la question avec Midi, justement sur la question des femmes de petite taille qui ne peuvent même pas effectivement accéder aux tables. Et donc, dans ce centre de santé qu'on va financer, tout le matériel est adapté. Et pareil à Gennevilliers, on a financé un centre de santé qui est au niveau du matériel. Après, il y a l'histoire de la formation, de l'accueil, mais déjà le matériel, il est... Alors, je fais la dernière. Référent de la commission dans la région Rhône-Alpes, et on vient de Grenoble, et une fois je suis allé à l'hôpital, et les infirmières, quand ils ont vu arriver mon fauteuil, ils ont dit c'est quoi ce mec, et ils ont eu très très peur, et parce que les infirmières n'étaient pas formées, et puis voilà, j'ai dû pas le manipuler. pas le manipuler, et après voilà, j'ai dû leur expliquer, mais il n'y avait pas d'homme pour me porter, il y avait que des femmes assez costauds, mais elles avaient très peur de me porter. Il n'y avait pas de matériel de l'aide malade comme j'ai chez moi, ou voilà quoi. Voilà. Alors voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est
il faudrait arrêter qu'on nous considère, parce que même à domicile, ou que ce soit dans les institutions, on nous a toujours considérés comme des adolescents prépubères, ou sans sexualité, ou Asexués. ouais, moi je l'ai vécu dans la... Sabine et moi, nous l'avons vécu dans les institutions. Je vous enverrai mon rapport que j'ai fait quand j'étais dans les foyers, mais c'est pas piquer des verres. Hein. Voilà.